sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 10e épisode du podcast sur le front climatique. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré dans les conditions du direct, au cœur même de l'Assemblée nationale. François Gémen et moi sommes allés à la rencontre du président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, M. Thomas Gassillou. Je vous laisse donc profiter de cette discussion. Bonne écoute. Je suis François Gémen, je suis le co-directeur de cet observatoire et aujourd'hui je suis accompagné par ma collègue Julia Tass qui est donc co-directrice de cet observatoire. Et ma chère Julia, aujourd'hui nous avons l'honneur d'être reçus par le président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, M. Thomas Gassillou. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Au cours des 30 prochaines minutes, on va évoquer avec vous votre approche des interactions entre les changements climatiques et des enjeux de défense et de sécurité. Et bien entendu, on va évoquer également l'activité de la commission que vous présidez à l'Assemblée. Avant de commencer cet entretien, je vais tenter de résumer rapidement votre parcours, Monsieur le Président. Avant d'être député, vous avez été entrepreneur dans le numérique, conseiller municipal et maire. Votre attache avec les enjeux de défense commence tôt, puisque vous avez rejoint la réserve dès 2003 au sein du 7e bataillon des chasseurs alpins. Vous avez d'ailleurs été décoré de la médaille de la Défense nationale, de la médaille des services d'outre-mer avec Agrafe Côte d'Ivoire. Vous devenez ensuite député aux élections législatives de 2017, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, et rapporteur du budget de l'armée de terre. Vous avez également été rapporteur d'une mission d'information sur la résilience nationale, avant, en 2022, lorsque vous avez été réélu député du Rhône, de devenir président de cette même commission dont on parlera aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, avant toute chose, on voudrait pouvoir comprendre le rôle de la commission que vous présidez, et notamment ce rôle dans la compréhension et dans l'anticipation des défis de demain pour la défense et pour la sécurité. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire ce rôle et les outils dont dispose la commission, ainsi que les objectifs qu'elle poursuit? Alors déjà, bienvenue à la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Vous connaissez le rôle sans doute du Parlement, qui est à la fois de faire un travail législatif et également de contrôler l'action du gouvernement. La Commission de la Défense est une des 8 commissions à l'Assemblée nationale, une des 8 commissions permanentes. Elle est composée d'environ 70 députés qui sont représentatifs de l'intégralité des groupes politiques. Et bien entendu, elle exerce ces 2 missions institutionnelles en lien avec tout ce qui concerne la défense nationale et les forces armées. Si je parle par exemple du travail législatif, ça sera par exemple l'ensemble des textes financiers comme la loi de programmation militaire, les projets de loi de finances qui concernent les sujets de défense, la ratification des grands accords internationaux, les textes qui concernent la condition militaire, etc. Donc le budget de l'armée, c'est chez vous. Le budget de l'armée, c'est chez nous. C'est la loi de programmation militaire. On vient de voter l'an dernier la loi de programmation militaire 2024-2030. Donc on est dans la première annualité budgétaire en 2024 et on a un travail tout au long de l'année concernant cette programmation budgétaire. Et au sein de la commission, nous disposons de 8 rapporteurs budgétaires, 8 députés qui sont des rapporteurs budgétaires. Bien entendu, on a également la mission de contrôle de l'action du gouvernement concernant les questions de défense. Et puis, on a d'autres missions également, notamment d'entretenir un lien permanent avec les militaires qui, comme vous le savez, ont des droits syndicaux restreints et donc notamment de suivre d'un peu plus près les questions de conditions militaires. Donc c'est auprès de vous qu'ils se plaignent aussi. Nous sommes un interlocuteur supplémentaire au travers des auditions que nous menons à la commission, de l'ensemble des déplacements que l'on mène sur le territoire, effectivement, pour évaluer si la condition militaire repose bien sur un équilibre satisfaisant entre ce qu'on leur demande et les conditions dans lesquelles ils exercent leur mission. Vous savez que le statut militaire est très particulier, on parle d'une singularité militaire et donc il faut toujours veiller à cet équilibre-là. La commission dispose d'une gouvernance propre avec bien entendu un bureau, donc un président que je suis actuellement, un bureau, 4 vice-présidents, 4 secrétaires, qui détermine et oriente les travaux de la commission. Pour le mandat 2022-2027, le bureau a décidé d'organiser les travaux de la commission autour de 3 grands axes, 3 grands objectifs. Premier objectif qui est un objectif de puissance, en faisant en sorte que la Commission contribue à ce que notre pays fasse les bons choix en matière de défense. Donc là, bien entendu, on parle des moyens qui sont mis à disposition de nos armées, mais plus globalement d'une réflexion sur ce qu'est la puissance dans un cadre plus global, avec les différents leviers de puissance qu'on peut
utilisés. Un deuxième objectif, au-delà de l'objectif de puissance, qui est un objectif davantage de résilience, de dire finalement comment on peut contribuer à refaire de la défense de l'affaire de tous, à ce que chaque citoyen, en passant par les collectivités, les entreprises, les chambres consulaires par exemple, se sente vraiment impliqué sur les questions de défense. Et puis un troisième objectif qui est un objectif d'influence, notamment à travers des relations parlementaires internationales. Par exemple, la semaine dernière, j'étais à Berlin pour échanger avec mes collègues du Bundestag et j'ai emmené une commission de députés et de sénateurs pour faire progresser la relation bilatérale et essayer, au travers des leviers des relations parlementaires, d'exercer une influence pour faire converger nos cultures stratégiques et adresser des défis ensemble. Et à travers ces 3 piliers, comment est-ce que vous avez abordé les impacts du changement climatique ? J'imagine à la fois dans chacun des piliers, mais notamment dans celui de la puissance que vous mentionniez, par anticipation des changements dans lesquels les militaires vont devoir opérer. Alors, je pense que ces impacts se retrouvent, dans les 3 piliers, à la fois effectivement sur la puissance, sur comment préserver des capacités opérationnelles dans un environnement qui est changeant, mais également sur les sujets de résilience, comment les armées peuvent continuer à opérer, y compris dans des environnements dégradés, et comment elles sont elles-mêmes également soucieuses de ne pas participer au dérèglement climatique. Et puis sur les sujets d'influence, bien entendu, les relations qu'on a avec nos collègues parlementaires un peu partout dans le monde sont l'occasion de faire passer des messages et de progresser ensemble sur des objectifs communs. Et j'allais pas vous dire souvent, mais quand même assez régulièrement, ces sujets de dérèglement climatique peuvent arriver. Par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, au travers de l'ensemble des groupes politiques, ces questions sont des questions qui reviennent régulièrement et qui sont mises à jour, qui sont en tout cas évoquées dans le cadre de nos travaux, avec finalement plusieurs axes de préoccupation. Le premier, c'est effectivement comment nos armées peuvent s'adapter aux effets du changement climatique pour rester opérationnelles, j'allais dire, en tout temps et en tout lieu. Le deuxième point, c'est d'évaluer les impacts géostratégiques du changement climatique. Ils sont chrysogènes, ils peuvent entraîner des nouveaux modes opératoires, ils peuvent être utilisés même par certains de nos compétiteurs. Et puis le troisième point, c'est comment les armées, qui sont elles-mêmes dans la société, peuvent contribuer à avoir une société plus durable au travers de leur mode opératoire ou de la manière dont elles s'intègrent dans l'environnement. Ensuite, concrètement, comment ça se passe ? Si j'avais un seul point à mettre en avant, c'est un rapport qui a été fait au sein de la commission par les députés Fievé et Santiago, qui a justement porté sur les enjeux de la transition énergétique pour le ministère des Armées, donc qui a été fait en mai 2021 et qui a abordé spécifiquement ces questions. Et on peut savoir quels étaient certains des grands éléments du rapport ? Bien entendu. Alors, premier point du rapport, le rapport déjà confirme que le ministère des Armées a finalement une des empreintes écologiques la plus importante de l'État, ou peut-être la plus importante de l'État, puisqu'il consomme quasiment 50% des besoins énergétiques de l'État. Donc effectivement, il y a un sujet qui est inhérent au ministère des Armées, mais que par ailleurs, le ministère des Armées s'est saisi de ces enjeux de transition écologique pour améliorer sa performance opérationnelle. Et je peux vous dire qu'au quotidien, quand on échange avec nos militaires, ils nous font part d'évolution dans la manière de faire les choses, parce qu'ils ont eux-mêmes cette préoccupation du dérèglement climatique. Et donc le ministère des Armées a à la fois adopté une stratégie énergétique de défense adoptée en 2020 et une stratégie de préservation de la biodiversité. Et d'ailleurs, les grands camps d'entraînement dont on dispose sont parfois des réservoirs de biodiversité assez importants. Et je suis toujours aussi impressionné pour ma part sur la manière dont les militaires parlent de leur environnement. Je me rappelle notamment d'une intégration en Guyane dans un stage au milieu de la forêt équatoriale. Il n'y a rien de mieux qu'un légionnaire pour parler de la forêt, de l'environnement, de la faune et de la flore, et de la manière dont finalement les militaires sont en mesure d'évoluer au milieu de la nature. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de la manière dont le changement climatique, les dérèglements climatiques sont intégrés à la partie influence ? Vous aviez l'exemple de votre déplacement à Berlin. Comment est-ce que, en fait, en tant que parlementaire, vous allez créer des dialogues avec des parlementaires dans d'autres pays autour de ces enjeux ? Et peut-être aussi, est-ce que vous sentez des différences d'approche entre parlementaires de différents pays sur ces enjeux ?
Alors, au niveau des enjeux d'influence, je pense que déjà, le fait de se situer dans un destin commun, c'est quelque chose qui est assez fort pour dire que finalement, au-delà des enjeux de défense, on partage quelque chose entre nous qui nous lie et qui est très fort. Et notamment, quand on échange avec des parlementaires de pays qui vont être directement ou qui le sont déjà impactés par le dérèglement climatique. Je pense notamment aux pays africains. Il y a encore peu de temps, j'étais au Nigeria, en Éthiopie. Ces sujets permettent de montrer finalement qu'on a des interdépendances et que finalement on doit collaborer tous ensemble pour un monde meilleur, et finalement c'est quelque chose de positif. Il y a encore quelques semaines, on était à Nouméa également pour le sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud, où le sujet a été énormément mis en avant, notamment par notre ministre des Armées, puisqu'on a là également des États qui vont être directement touchés par le dérèglement climatique. Et là encore, de montrer la France comme puissance riveraine qui se préoccupe de ces sujets, c'est également une manière de créer de la solidarité stratégique entre nous, et en mettant également en valeur les efforts qui sont faits, notamment l'accord de Paris. Et donc le fait de partager les mêmes objectifs, c'est bien quelque chose qui crée de la solidarité stratégique propice aux collaborations de toute nature, et notamment en matière de défense. Est-ce que vous avez le sentiment que la manière dont votre commission va se saisir de ces enjeux peut avoir une influence sur la compréhension plus globale de ces questions par l'appareil politique français, par le débat public? Est-ce que vous voyez une sorte d'impulsion politique que vous pouvez donner au-delà de votre commission, dans le Parlement dans son ensemble, au gouvernement et plus globalement dans le débat public? Oui, je pense que c'est le rôle du Parlement d'être le lieu du débat politique sur l'ensemble des sujets qui traversent notre société. Alors, on peut parfois s'interroger sur le lien entre défense et climat, au-delà des adaptations opérationnelles pour que les armées puissent continuer leur mission. Je pense qu'il y a deux caractéristiques qui peuvent nous rendre pertinents à ce sujet-là. La première, c'est que dans cette commission, on s'occupe vraiment des questions fondamentales sur comment vivre dans un monde apaisé. Et donc, finalement, utiliser l'argument de défense pour dire attention, le climat, il faut vraiment qu'on fasse attention sur le dérèglement climatique, parce qu'on peut sinon demain être confronté à des crises où même avec tous nos appareils sécuritaires, nous n'aurons pas les moyens d'y faire face. C'est un peu l'argument massu pour encourager, j'allais dire, à des pratiques plus vertueuses en matière de climat. Et le deuxième point, c'est que la commission de la défense est cette commission où on réfléchit sur le temps long, puisque les équipements que l'on finance aujourd'hui seront encore, pour certains, en service dans les forces à la fin du siècle. Et donc cette capacité, j'allais dire, à voir sur le temps long est assez intéressante quand on étudie les sujets climatiques, puisqu'on ne se préoccupe pas uniquement de la situation pour les 10 prochaines années, mais quasiment pour les 100 prochaines années. Et donc qui prennent en compte notamment ces questions ces impacts qu'on peut avoir du dérèglement climatique. Justement, sur cette perspective de temps long, au début de l'année 2024, le ministre de la Transition écologique, M. Béchu, a présenté un nouveau plan d'adaptation pour la France, et notamment un plan d'adaptation pour la France à plus 4 degrés. Est-ce que ces questions d'adaptation, ce sont quelque chose qui résonne aussi dans la manière dont les armées vont organiser leurs opérations? Est-ce que ce sont des choses dont vous discutez à la Commission? On en discute, mais pour être totalement franc, l'actualité internationale est tellement dense avec des enjeux de court terme qu'on a toujours une bataille dans notre propre réflexion, un arbitrage à trouver entre l'ambition de long terme et les exigences de court terme qu'on trouve, qu'on a à gérer, j'allais dire, au quotidien. Mais oui, ce sujet est bien dans la tête des uns et des autres, abordé un peu différemment par les groupes politiques selon leur histoire, selon leur objectif, mais ce sujet revient bien régulièrement. Justement, sur cette question des différences entre groupes politiques. Oui, exactement. Je rebondis sur cette question. Est-ce que vous avez pu percevoir au cours des dernières années, est-ce que vous percevez aujourd'hui une différence d'appréhension de ces enjeux en fonction des groupes politiques, une différence en termes de priorité et ça peut notamment peut-être être à la fois sur les enjeux d'atténuation, donc la réduction des émissions des forces armées, l'adaptation, la résilience nationale. Comment est-ce que ces différents angles peuvent constituer des priorités en fonction des groupes politiques? Alors,
Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que l'ensemble des groupes politiques ont bien intégré les risques liés au conflit climatique et les répercussions que ça pourrait avoir pour notre sécurité. Ensuite, dans les objectifs recherchés, il y a des groupes politiques dont la priorité va plutôt être de déterminer comment les armées peuvent s'adapter, peuvent s'équiper pour continuer à opérer même dans un environnement climatique dégradé. Et il y a des groupes politiques qui vont davantage, j'allais dire, mettre la priorité sur comment les armées peuvent limiter leur empreinte écologique, presque quasiment parfois au détriment des réalités opérationnelles. Et c'est ces deux équilibres qu'on essaie de trouver, avec parfois la volonté de chercher une troisième voie, qui est finalement d'essayer de combiner à la fois une capacité opérationnelle et une durabilité, une recherche de durabilité dans la manière de nous protéger. Et effectivement, on peut trouver parfois des liens entre les deux, avec des approches, par exemple, qui permettent de réduire nos dépendances aux énergies fossiles, qui sont une source de vulnérabilité sur le champ de bataille. Donc si un jour, j'allais dire, on arrive à développer une technologie qui nous permette d'éviter d'avoir des convois de carburant, on va gagner à la fois en capacité opérationnelle et en réduction de l'empreinte carbone, pour donner cet exemple. Les nouvelles motricités peuvent aussi apporter parfois des réponses en matière de furtivité, par exemple, des véhicules, ou d'empreinte thermique, par exemple. Et donc, on essaie de trouver ces chemins, j'allais dire, mutuellement avantageux. Et puis, le dernier point qu'il faut avoir en tête, dans tous les cas, c'est que les armées, elles ont besoin d'être connectées à leur époque, d'une certaine manière, puisque elles ont besoin d'utiliser des pièces qu'on retrouve dans l'industrie. Et donc, le jour où on ne produira plus de moteurs thermiques, il sera compliqué d'entretenir des filières spécifiques pour l'armée. Et par ailleurs, les armées ont des enjeux également d'attractivité, de fidélisation, qui font qu'intrinsèquement, elles doivent être connectées aux aspirations de l'époque. Et on sait que notre jeune génération est très sensible à ces questions de transition écologique. Et donc, c'est une condition importante pour l'attractivité et la fidélisation dans les forces armées que les armées montrent cette préoccupation, j'allais dire, à la transition écologique. Une question qui me vient à l'esprit en vous écoutant, est-ce qu'il y a eu alors je dirais pas un déclic, mais en tout cas une date, un événement qui a vraiment précipité l'intégration de ces enjeux au sein de votre commission? Ça peut être le rapport dont vous parliez tout à l'heure, de manière générale, que ce soit dans la société civile comme au sein de différents organes étatiques. Il y a eu évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la prise de conscience de la dépendance énergétique et de la solution que peut représenter la transition énergétique. Est-ce qu'il y a eu un moment un peu charnière depuis que vous êtes au sein de cette commission sur ces enjeux? Je pense que c'est assez progressif. Ce que je peux noter, par contre, c'est une concurrence, un arbitrage à faire, encore une fois, entre les sujets de long terme et de court terme. Et le défi pour nous, c'est d'arriver à montrer que nos objectifs à long terme, même quand on a des contraintes opérationnelles et des défis sécuritaires de court terme, on a besoin de maintenir quand même un effort de réduction de l'empreinte énergétique, et que d'une certaine manière, on ne peut pas sacrifier le long terme au court terme. Et c'est ça, je pense, la difficulté un peu des années qu'on vit, c'est qu'on a des risques qui se multiplient un peu partout autour de nous, on a des enjeux sécuritaires qui sont énormes, et maintenir l'attention en matière de transition écologique alors qu'on a de tels défis sécuritaires à court terme, c'est ça le véritable défi. Ne pas sacrifier le long terme aux enjeux sécuritaires de court terme. Justement, si je reprends cette question de l'articulation entre les questions de court et de long terme, si je devais vous demander, selon vous, les plus grands défis dans les années à venir pour l'intégration plus large et plus complète de ces enjeux climatiques sur les questions de sécurité et de défense, qu'est-ce que vous voyez comme grand sujet, comme grand enjeu sur lesquels il va falloir se pencher à l'avenir et sur lesquels potentiellement votre commission sera amenée à plancher? Ce que j'essaye de dire le plus possible, c'est que notre capacité à nous défendre est une condition de durabilité de nos sociétés. On oppose parfois le développement durable et les armées. Et d'ailleurs, on a porté récemment un amendement sur l'éligibilité de l'effort de défense, en tout cas de l'effort industriel de défense, au livret A. Et on nous a demandé pourquoi on fait ça, et dans le livret de développement durable. Et moi, la première chose que j'ai répondu, c'est la durabilité de notre société repose sur notre capacité à nous défendre. Parce que être souverain,
c'est avoir la capacité à être libre et donc à faire nos propres choix, et notamment nos choix en matière de développement durable. Et donc ça, c'est un premier enjeu qui est important. Et le deuxième enjeu qui me semble extrêmement important, c'est de rappeler que la coopération internationale, et notamment en matière climatique, elle nécessite la paix. Et donc le plus grand danger, un des grands dangers que je vois dans le monde actuel, c'est finalement un monde qui redevient un monde de l'affrontement, où finalement l'objectif de l'humanité de durabilité devient un objectif secondaire. Et donc il faut qu'on arrive à retrouver un monde de paix, un monde plus stabilisé, où les enjeux de développement durable redeviennent davantage à l'agenda international, ce qui aujourd'hui est, pour certaines zones du monde, totalement impossible. Vous n'allez pas dire, vous ne respectez pas les accords de Paris dans le contexte international qu'on connaît. Et donc, je pense, le message qu'on doit arriver à porter, c'est que œuvrer pour la paix, c'est aussi œuvrer pour un monde plus durable, et donc que l'effort de défense n'est pas contradictoire avec l'effort pour une société plus durable. Sans compter, si je peux me permettre, la plus grande vulnérabilité aux effets du changement climatique de sociétés qui ont connu un conflit. Bien sûr, mais c'est le fait de dire également, au-delà de ce que j'ai dit, le dérèglement climatique est vraiment accélérateur de crise. On en a eu plusieurs exemples. Et donc, malgré toutes les capacités de sécurité et de défense qu'on est en mesure de mettre en place, on n'arrivera pas à gérer des conflits climatiques majeurs. Et donc, au-delà des traités et les effets, on a besoin également d'œuvrer collectivement à la source, si j'ose dire, pour limiter les effets du dérèglement climatique. Et bien, sur ces mots, je vous propose de conclure. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre temps, merci pour vos réponses. Cher Julien, merci aussi. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés, et on vous attend pour continuer la conversation sur les réseaux sociaux de l'Observatoire Défense et Climat et sur toutes les plateformes de podcast. À très vite. À bientôt. Allez plus loin sur www.défenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des Relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.